et merci d'avoir choisi France 5 en ce début d'après-midi. Nous sommes en direct. Vous allez donc pouvoir réagir, interroger nos invités tout au long de l'émission via votre téléphone portable au 41 555 ou via france5.fr, allodocteur.fr ou encore hashtag santé F5 pour Twitter et Facebook. Avec notre invité, le professeur Jean-Paul Viard, spécialiste du VIH à l'Hôtel-Dieu à Paris. On reviendra sur un espoir déçu dans la recherche sur le sida. Et puis en fin d'émission, vous pourrez également interroger notre invité sur les infections sexuellement transmises. Les vacances sont toujours une période à risque, alors quelles précautions prendre? Comment réagir en cas d'accident de préservatif par exemple? Gérald de Kierzek reviendra lui sur le décès de ce garçon de 8 ans dans une colonie après une infection digestive foudroyante. Nous parlerons également d'une grande étude lancée par l'INSERM ce matin même pour évaluer l'impact sur la santé des prothèses mammaires. Jean-Marie Pernaut s'est lui intéressé à la taille et au poids des bébés dans le monde. Et puis zoom également sur des professionnels pas assez souvent remerciés pour leur travail alors qu'ils sont en première ligne, les aides-soignants. L'intérimaire devait être là à 16h, il est 16h30, elle n'est pas là. Donc à deux, ça va être très difficile de gérer la suite, quoi. Deux pour combien de personnes? 27. Et 27 personnes, c'est beaucoup, surtout dans une unité spécialisée dans la maladie d'Alzheimer. Dans In Vivo l'intégrale, retour à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches auprès d'enfants atteints de maladies génétiques graves qu'ils affrontent avec la maturité de ceux qui doivent lutter et les rires des enfants qu'ils sont encore. Voilà pour ce sommaire complet de l'émission. On est ensemble pour 1 heure. Bonjour à tous. Bonjour Benoît. Bonjour professeur Jean-Paul Viard, merci d'être sur ce plateau. On va revenir avec vous dans quelques instants sur la recherche sur le sida et d'un espoir un peu déçu. Vous allez nous dire ce qu'il faut en penser. Gérald de Kierzek, bonjour. Bonjour. On va parler dans un instant de la mort de cet enfant de 8 ans d'une infection digestive aiguë. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Benoît. Alors Gérald, on commence bien sûr par ce décès. On revient sur la mort d'un enfant de 8 ans qui était en colonie de vacances dans les Pyrénées. Il avait été hospitalisé pour une infection digestive aiguë. C'est l'eau du robinet du chalet où séjournait la colonie qui est soupçonnée pour l'instant d'être à l'origine de cette intoxication. 3 autres enfants du même groupe ont également été hospitalisés mais sont hors de danger. Le préfet de l'Ariège a indiqué que cette eau n'était pas potable. Elle était contaminée depuis début juillet par une bactérie coliforme et des bouteilles étaient fournies aux enfants. On ajoute qu'on a appris ce matin que 8 autres enfants d'une colonie de vacances ont également été hospitalisés à Lorient pour des troubles gastriques. Alors même si l'enquête sanitaire concernant la mort de cet enfant en Ariège est actuellement encore en cours, on va revenir avec vous Gérald sur ces infections intestinales aiguës. De quoi s'agit-il ? Alors les infections intestinales aiguës, c'est ce qu'on appelle les intoxications alimentaires en langage courant. Donc là, il faut être très prudent parce que l'eau a été incriminée, elle est soupçonnée. C'est une véritable enquête sanitaire et enquête policière qui est en cours avec, malheureusement, cet enfant est décédé. Donc l'autopsie, des analyses toxicologiques et puis des analyses bactériologiques sur l'eau. Et ça permettra aux enquêteurs d'avancer et de savoir quelle est la cause du décès. Ce qui est, à notre connaissance, un peu étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'infection fulminante ou fulgurante, d'intoxication digestive, d'intoxication alimentaire qui peuvent comme ça tuer en quelques heures. On sait qu'il y a des méningites fulminantes, mais il n'y a pas d'intoxication alimentaire fulminante. Donc ce qui a beaucoup été répandu dans les médias, c'est dire il est rentré à l'hôpital, il est mort 3 heures après. Il faut voir toute l'évolution et il est probable qu'il ait eu une diarrhée avant, une gastro-entérite, qu'il a dû se déshydrater et que ça a évolué sur plusieurs heures. Et c'est l'enquête qui permettra de donner cette chronologie précise. En tout cas, il n'y a pas d'intoxication alimentaire fulgurante comme ça. C'est un élément important pour tous ceux qui nous regardent. Quand on a une gastro-entérite, on n'en meurt pas en 3 heures. Ça n'existe pas. On n'en meurt pas, il n'y a pas de germes qui sont de bactéries ou de virus qui vont être fulgurants comme ça en termes de décès. Par contre, on peut mourir de la déshydratation. Et on sait quand on a une intoxication alimentaire, salmonellose, les shigelloses, enfin, tous les noms dont on entend, ou les Escherichia coli, toutes ces bactéries peuvent donner de la déshydratation parce qu'on se déshydrate avec les vomissements, avec la diarrhée. Et c'est pour ça qu'on sait que chez les personnes fragilisées, les personnes âgées, les enfants, les gens immunodéprimés, ce sont des gens à facteur de risque et donc il faut faire très attention à cette déshydratation et réhydrater. Et quand on a des vomissements incoercibles ou une diarrhée importante, il ne faut pas attendre, il faut aller consulter rapidement quand on est fragilisé parce qu'au bout de quelques heures, l'organisme se déshydrate, donc il y a le pli cutané, il y a les yeux qui sont cernés et ce sont des facteurs de gravité. Il faut consulter rapidement pour réhydrater parce que quand ça passe plus par le tube digestif, il faut réhydrater par les veines. Donc, Quelques conseils de prévention.
Alors, quelques conseils de prévention, c'est les conseils de prévention habituels, c'est-à-dire qu'il faut prendre des produits qui sont des produits frais, il faut faire attention à la chaîne du froid, on va être en vacances, on va tous aller acheter des surgelés, etc. Donc quand on fait ses courses, surtout quand il fait chaud, il faut prendre les surgelés au dernier moment et les transporter dans des sacs isothermes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture et de chaud-froid, parce que ça c'est des nids à bactéries. Et puis faire attention aux boîtes de conserve, notamment les conserves artisanales ou les conserves qui ont un peu traîné, date de péremption, et dès que la boîte est bombée, c'est à la poubelle directement pour éviter des contaminations. Et sur l'eau potable, c'est pas parce que l'eau n'est pas potable qu'il y a un risque de contamination. Elle n'est pas potable parce qu'il y a des normes de sécurité, des normes sanitaires très importantes, mais voilà, ça paraît très étonnant. Encore une fois, l'enquête donnera ses résultats, mais ça paraît très étonnant avec de l'eau non potable qui ait une intoxication qui conduise à un décès comme ça, si brutal. Et quant aux 8 cas là, des enfants, il y a aussi des cas qui ont été à Lorient, je crois. à Lorient et qui ont été hospitalisés par précaution. D'accord, oui, ils ne sont pas dans un état grave, c'est par précaution. On sent qu'il y a un petit côté panique. Il y a un côté panique, il y a des cas dans la littérature qui montrent d'ailleurs qu'il y a des pseudo-intoxications collectives comme ça, qui sont plus des cas d'hystérie collective. Et toute la difficulté, ça va être, pour les urgentistes notamment, de faire le tri entre ce qui est vraiment infectieux somatique et psychosomatique. En tout cas, il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté de quelque chose, ça c'est sûr. Merci Gérald pour vos explications. On va passer au scandale des prothèses PIP. Vous vous souvenez de ces prothèses qui ne contenaient pas des gels conformes et qui ont tendance à se fissurer et laisser échapper leur gel, obligeant les femmes à être à nouveau opérées. Au-delà du traumatisme d'une nouvelle chirurgie, des questions se posent sur l'impact à long terme du gel sur l'organisme. Pour répondre scientifiquement aux inquiétudes des femmes, l'INSERM lance aujourd'hui une grande étude. Explication d'Anne-Laure Jean et Benoît Lordelot. En France, 30 000 femmes environ auraient porté un implant mammaire fabriqué par la société PIP. À la demande de l'Agence du médicament, des chercheurs de l'INSERM lancent aujourd'hui Lucie, une enquête de grande ampleur destinée à évaluer l'impact sur la santé de ces prothèses par rapport à celle des autres marques. On espère montrer qu'il n'y a pas de problème particulier, ça c'est notre première espérance, et elle a pour objectif d'étudier tous les types de complications sanitaires possibles, c'est-à-dire d'étudier les problèmes de réaction locale qu'il pourrait y avoir, d'étudier les taux de rupture et peut-être aussi des événements plus graves, mais pour l'instant il n'y a pas d'hypothèse particulière. Pas de conclusion hâtive donc, mais une étude au long cours. Les chercheurs se donnent 10 ans pour suivre 100 000 femmes portant ou ayant porté des prothèses de toutes marques. 2 outils leur permettront d'atteindre cet objectif. Un questionnaire en ligne d'abord, rempli par les femmes volontaires, ainsi que les données médicales fournies par les médecins ayant posé ou retiré un implant mammaire. Des informations qui permettront à terme de savoir si porter des prothèses PIP peut avoir un effet sur l'état de santé des patientes. Car aujourd'hui encore, il existe très peu de données scientifiques sur d'éventuels effets secondaires. Pour l'instant, l'ensemble des études qui ont été publiées dans le monde, une quinzaine, ont inclus relativement peu de femmes, environ 60 000 pour 15 études, suivies pendant pas très longtemps, et ce n'est pas suffisant. En réalité, il y a des grosses incertitudes qui demeurent sur les conséquences sanitaires du port de prothèses mammaires en général. Avant de savoir si oui ou non les implants mammaires sont dangereux pour la santé, un peu de patience, il faudra attendre 6 ans avant les premiers résultats. Voilà, on poursuit avec vous, Jean-Paul Viard, sur une histoire qui ne tient pas ses promesses. Celle d'une petite fille américaine née séropositive, mais qu'un intense traitement aux antirétroviraux, 30 heures seulement après sa naissance, avait apparemment permis de guérir. Cela avait donné lieu l'an dernier à une publication dans le New England Journal of Medicine. On en avait parlé ici même. L'histoire avait intéressé tous les scientifiques travaillant sur le sujet, car la petite fille, après avoir été traitée pendant 18 mois, avait disparu de la circulation pendant 10 mois pendant lesquels elle n'avait pas reçu de traitement. Et lorsqu'elle a de nouveau été prise en charge, les tests sanguins s'étaient révélés négatifs pour le VIH. Une première pour un enfant resté ainsi sans médicaments, et donc un espoir. Espoir douché hier par l'annonce de la réapparition, il y a quelques jours, du VIH dans le corps de la petite fille, après près de 2 ans sans traitement. Vous êtes un spécialiste du virus du sida, Jean-Paul Viard. Est-ce que, encore une fois, le virus a gagné ? On peut le dire comme ça, si vous voulez. Je dirais que cette histoire, elle est effectivement un peu triste et décevante, mais malgré tout, ce n'est pas totalement une surprise. Parce que cet enfant était réellement infecté par le virus. Et si vous voulez, les preuves qui en ont été données dans la publication initiale étaient nombreuses. Cet enfant avait au départ du virus dans le sang, et le réflexe des médecins américains était de traiter très vite pour faire disparaître le virus du sang, ce qui est le scénario habituel grâce au traitement que nous avons aujourd'hui. Mais cet enfant avait aussi constitué ce que l'on appelle le réservoir du virus. Et il y avait du virus dans ces globules blancs. Alors après, sous l'effet du traitement très précoce,
le niveau de ce réservoir de virus dans les globules blancs a diminué de façon très considérable, jusqu'à un point où les techniques que l'on utilise n'étaient plus capables de le mettre en évidence. Mais ça ne veut jamais dire que ça a totalement disparu. En biologie, c'est un phénomène très général. Si vous ne trouvez pas quelque chose, vous devez vous poser la question de savoir si cette chose est réellement absente ou si c'est simplement le défaut de sensibilité de la technique qui ne permet pas de mesurer la quantité infime qui reste. Donc le réservoir ayant été constitué, c'est une histoire qui reste exceptionnelle par la durée d'absence de traitement sans rebond virologique, mais malheureusement, ce n'est pas une surprise totale de voir le virus finir par réapparaître. Est-ce que quand même, ça peut être un espoir de recherche? On se dit, tiens, j'ai cette petite fille, 2 ans sans traitement, parce que peut-être que ce traitement immédiat et très fort à sa naissance a servi à quelque chose. Est-ce que ça peut ouvrir de nouvelles pistes pour prendre en charge des enfants nés avec le virus? Certainement, et pas seulement les enfants. Parce que cet exemple très spectaculaire est doublé d'autres exemples de la recherche française. Je pense aux travaux de notre collègue Laurent Auclou à Orléans et de Azir Saez-Sirian à l'Institut Pasteur, montrent que chez des adultes, si vous avez l'opportunité de traiter les gens extrêmement tôt, dans les premières semaines de l'infection, mais pendant une durée assez prolongée, quelques années, vous aurez la surprise de voir que 10 à 15% de ces personnes, s'ils sont amenés à arrêter leur traitement pour des raisons X ou Y, auront la bonne surprise de ne pas voir le virus réapparaître dans le sang. Et avec un recul qui là n'est pas de 2 ans, mais pour certains de 5, 6 ou 7 ans. Donc il est probable qu'effectivement cette histoire renforce la notion extrêmement importante de traiter extrêmement précocement l'infection par le VIH, que ce soit dans le contexte des enfants infectés par la transmission mère-enfant ou chez n'importe quel adulte qui vient d'attraper le virus, de sorte à diminuer ce réservoir de virus dont je parlais tout à l'heure, à permettre de restaurer ou de préserver les réponses immunes contre le virus et retrouver une espèce d'équilibre qui sinon en histoire naturelle, c'est-à-dire en l'absence de traitement, serait totalement et irrémédiablement détruit. Merci pour toutes ces explications. Alors vous restez avec nous. Tout à l'heure, vous répondrez aux questions de nos téléspectateurs sur les infections sexuellement transmises en général, l'été étant, vous le savez, une période à risque. Pour vos questions, il y a le 41 555, vous les envoyez par SMS, ou alors france5.fr, ou encore allodocteur.fr ou hashtag santé F5. Ils sont une pièce essentielle de notre système de santé, mais ils ont le blues. Vous les connaissez bien, messieurs. Les aides-soignants souffrent d'un manque de reconnaissance de la part du grand public, parfois du reste du corps médical et surtout des institutions. Alors pour mieux comprendre leur métier, Benoît Lordelot, Farid Mahmoudi se sont rendus dans un EHPAD pour suivre un aide-soignant durant sa journée de travail auprès des malades d'Alzheimer. Alors un paquet, on aime... Il est 13h32, Sébastien débute son service, ou plutôt son marathon. Pendant 8 heures, il va au pas de course, préparer les chambres et s'occuper des résidents, presque sans interruption. Première étape, le réapprovisionnement des protections. C'est protections pour l'échange, pour les soins de nursing. Alors il y a des protections bleues, bon c'est pour la journée. Il y a des protections violettes, c'est pour la nuit. Puis sinon il y a des petites pull-ups comme ça, bon, pour les personnes qui sont plus ou moins autonomes. 20 ans que Sébastien est aide-soignant dans un EHPAD, un établissement pour personnes dépendantes. Un métier qu'il a choisi après plusieurs années dans la restauration. Selon lui, s'occuper des personnes âgées, c'est avant tout une passion, même si l'image peut paraître ingrate. Quand on en parle autour de nous, c'est vrai que dans la tranche, ils disent oh, ben, je sais pas comment tu fais, moi je pourrais pas le faire, s'occuper de personnes âgées. Mais bon, voilà, c'est un choix encore une fois. Et puis bon, ils voient que le côté... Peut-être que le côté des soins, je sais pas, ils n'ont pas idée qu'il y a plus que ça, quoi. C'est vraiment s'occuper de personnes à part entière, comme des personnes comme madame. Il y a vraiment besoin de soins voilà, quotidiens, tout au long de la journée. Les soins s'enchaînent, pas le temps de traîner entre chaque résident. Alors pour gagner en efficacité et en sécurité, l'établissement met à disposition des appareils comme ce hamac pour le transport des personnes âgées. Alors en fait, c'est une technique, mais c'est très facile à mettre. Faut toujours attention aux jambes quand même. Et l'avantage avec cet appareil, c'est qu'on peut facilement installer le résident en bonne position dès le départ. Ça évite d'avoir à aller remonter, de se faire mal au dos, puis c'est désagréable, à force. Très bien. Des appareils essentiels, mais qui ne compensent pas des conditions de travail souvent difficiles. Pour surélever un peu les jambes, hop, je vais vous remettre la protection. Être aide-soignant, c'est avant tout être polyvalent et savoir gérer les imprévus, comme le manque de personnel. Ah oui, mais moi j'ai un problème, j'ai mon intérimaire qui n'est pas là, quoi. D'accord. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il me tient au courant, il va aller voir s'il peut les avoir.
c'est pas compliqué de tout gérer Ben si, parce que là, on va être obligé de gérer, parce que l'intérimaire devait être là à 16h, il est 16h30, elle n'est pas là. Donc à 2, ça va être très difficile de gérer la suite, quoi. 2 pour combien de personnes? 27. Et 27 personnes, c'est beaucoup, surtout dans une unité spécialisée dans la maladie d'Alzheimer. On a quand même des patients qui sont des fois aussi en fin de vie, en soins palliatifs, et ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de temps. Et c'est vrai que le fait de voir qu'on n'est pas suffisamment en nombre au niveau du personnel, c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas être trop reconnu, quoi. Donc il faut qu'on gère voilà, avec le nombre qu'on est, avec la charge de travail, tout seul. 16h30, déjà l'heure du goûter, un rituel indispensable pour les personnes âgées. Je commence par celle-là et j'adore. Voilà. Hydrater et nourrir les résidents, l'occasion de se renseigner sur le moral et l'état de santé de chaque personne et de tisser des liens. Tenez, mais il faut le boire, hein. Il faut le manger et puis il faut boire le jus de fruits. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'on les connaît, donc on peut anticiper, on peut... Puis bon, ils ont l'empathie aussi, ils nous connaissent et ils ont confiance. Donc voilà, on n'a pas trop de difficultés pour les soins, quoi. Fernand, tenez le petit café au lait. Ah. Voilà. Faites attention de ne pas le renverser, hein. Ouais. Voilà. Être patient et à l'écoute, deux qualités essentielles pour un aide-soignant. Car même si ce n'est pas souvent exprimé, les résidents apprécient. C'est un gars qui, enfin si je peux me permettre, qui s'occupe, foncièrement il faut qu'il s'occupe et qu'il rende service. Parce qu'il a l'âme chevillée, vous voyez, il faut qu'il soit humain, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui est agréable. Et c'est pas une position qu'il a acquise tout d'un coup, c'est foncièrement, il a besoin de faire de l'humanité autour de lui. Hein, c'est ça, hein. Bah oui, vous voyez que vous me connaissez bien quand même. Oui, oui. Selon les associations de la profession, pour que les aides-soignants soient reconnus à leur juste valeur, il faudra augmenter leur salaire, actuellement autour de 1 700 € net. Un coup de pouce financier nécessaire pour susciter des vocations. Un métier difficile et pas très valorisé, faut quand même bien le dire. Ils ont raison d'avoir le blues. C'est une chaîne des soins. Et dans la chaîne des soins, alors les infirmiers, les médecins, on est à peu près identifiés. Bon, on a un peu le blues, mais eux, ils ont encore plus raison d'avoir le blues parce qu'ils sont mal identifiés, mal reconnus, mal payés. C'est avec l'aide-soignant, et pourtant c'est un rôle indispensable, c'est un des maillons indispensables. On confond souvent avec l'infirmier ou l'infirmière. Là, on voit en EHPAD, mais il y a des aides-soignants libéraux aussi, ou libérales. Donc, au même titre que l'infirmière libérale ou que le médecin libéral, il y a l'aide-soignant libéral qui a une activité, qui vient à domicile, qui vient à la maison. Et la population vieillit, et c'est un rôle fondamental sur les toilettes, sur des actes auxiliaires de l'infirmière. Donc voilà, un coup de chapeau aux aides-soignants. Si vous croyez peut-être que dès la naissance, les bébés hollandais sont immenses et que les bébés asiatiques sont tout petits, est-ce que vous croyez ça? Est-ce qu'il y a une différence, selon vous, de taille des enfants à la naissance selon leur origine ethnique? Bah, probablement, non, on imagine. Eh bien, vous vous trompez. Parce qu'il y a des différences de taille dans les différents. Eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Et vous vous trompez, tous les bébés font grosso modo la même taille lorsque leur mère est en bonne santé, en fait. Et est bien alimentée. C'est la conclusion d'une étude très sérieuse publiée dans la revue The Lancet. 60 000 grossesses dans 8 pays différents ont été passées au crible. Résultat, aucune différence entre les ethnies. La taille moyenne des nouveau-nés est de 49,4 cm avec une marge d'erreur de plus ou moins 1,9 cm. Cette question de la taille et du poids des bébés fait régulièrement le buzz sur Internet et ses réseaux sociaux. À commencer, Jean-Marie, par ce qu'on appelle les bébés sumo. Alors, vous parliez des bébés asiatiques, ça n'a rien à voir effectivement avec les bébés japonais. On les appelle sumo parce qu'ils sont de grande taille et de grand poids. Et effectivement, ils font le buzz sur Internet. Vous allez comprendre pourquoi avec cette photo. Vous vous rappelez peut-être de ce bébé qui est né l'an dernier, il y a pile un an. On lui souhaite un bon anniversaire. C'était en Allemagne. Alors, si je vous dis qu'il pèse 6,127 kg pour 58,5 cm à la naissance, vous me dites... Donc là, c'est à la naissance. On est d'accord, voilà. C'est une photo prise le jour de la naissance. Le jour de la naissance. Je vous dis surtout césarienne. Et si je vous dis surtout que c'est une fille... Déjà, vous me faites waouh, waouh. Et si je vous dis que non, elle est née par voie naturelle, là,
Là, vous faites waouh. Voilà. Vous imaginez bien qu'en fonction de ces 3 paramètres, les réseaux sociaux ne sont pas restés sans rien dire et ils ne sont pas restés muets. Je vous ai pris quelques exemples, vous allez voir, bon là c'est sur les réseaux sociaux anglo-saxons, cette femme est héroïque, elle doit être complètement déchirée après avoir accouché de ce monstre. C'est élégant. Vous voyez, non seulement c'est élégant, mais c'est bienveillant pour l'enfant, parce que comme ça, il y en a beaucoup. Deuxième exemple, et ça c'est chez les Français, vous le voyez, un vrai petit monstre, le pauvre, il est affreux, ce bébé. C'est hallucinant. Jusqu'à présent, ça détruit le bébé, d'une part, mais en plus, ça ne prend que des nouvelles de la mère. Le bébé, on s'en fout. Heureusement, il y a quand même quelques personnes bienveillantes, comme Sandrine, qui dit « pauvre bébé ». Et elle a raison, Sandrine, parce que ces bébés sous mou, c'est un vrai problème. Le surpoids des bébés à la naissance, ça veut dire qu'ils risquent d'avoir beaucoup de problèmes par la suite, tant en grandissant, mais même à l'âge adulte. Or, le phénomène des bébés sous mou est quelque chose en constante augmentation un peu partout dans le monde, industrialisé, bien évidemment, et surtout en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne en général, qui détient le record européen. Ce qui inquiète beaucoup. Du nombre de bébés sous mou. Oui, bien évidemment. Non pas du bébé le plus lourd. Non, mais du nombre de bébés en surpoids. Quand on parle de surpoids, c'est après 5 kilos. Hein. Mais il y en a eu dans le monde qui faisaient 7 à 8 kilos à la naissance. Enfin, c'est des trucs assez phénoménaux. Donc ça inquiète les autorités britanniques et on les comprend. Parce que quand on sait que, d'une part, la taille et le poids des bébés est souvent lié au surpoids de la mère, et quand on sait d'autre part qu'en Grande-Bretagne, un Britannique sur 2 est quasiment en situation de surpoids, bah oui, on comprend que ces autorités britanniques tirent un petit peu la sonnette d'alarme, à tel point que maintenant, ils considèrent, je vais les citer, l'Académie de médecine britannique considère que le plus grave problème de santé publique auquel est confronté le Royaume-Uni, c'est l'obésité. Ça ne veut pas dire que l'enfant va être forcément obèse derrière. Par contre, c'est un vrai facteur de risque pour la mère de développer un diabète. On sait que la macrosomie fétale, enfin, un gros bébé... Souvent, elles sont déjà en diabète gestationnel. Hein. Non, mais le problème, c'est qu'après, c'est lié au milieu social. Donc oui, c'est pas forcément un problème pour l'enfant, mais en règle générale, l'enfant ne va pas être éduqué au meilleur de la nutrition. On va dire. Mais on imagine que de toute façon, ces problèmes de surpoids, que ce soit dans vos métiers à l'un ou à l'autre, peuvent poser ou posent régulièrement des problèmes, que ce soit en termes de prise en charge ou de dosage des médicaments, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui complique votre tâche ? Beaucoup, et c'est une chose qui est peu explorée. La pharmacologie des médicaments chez le grand obèse est une chose qu'on connaît très mal et qu'on maîtrise assez difficilement. Et par exemple, dans Parce qu'il ne suffit pas de multiplier la dose par le poids. Non, pas du tout, plus compliqué que ça. Le volume de distribution du médicament, c'est quelque chose de bien particulier dans l'organisme, et ça n'est pas du tout en rapport direct avec le volume de l'individu. Et dans la discipline que j'exerce, où les médicaments doivent être donnés avec une grande précision, une observance parfaite, etc., chez l'obèse, chez le grand obèse, on a parfois des problèmes parce que même en faisant tout ce qu'on sait faire et doser les médicaments dans le sang, etc., on a des problèmes d'efficacité, par exemple. Alors on va passer au SMS, comme on vous l'avait promis, sur les infections sexuelles sexuellement transmises. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Hein, oui. On dit plus transmissible, on dit transmise. Transmise. Alors, faut faire... On suit le vocabulaire médical. MST, maintenant on dit IST. Non, c'est IST. Première question, quels sont les signes qui doivent alerter? Comment savoir si on a été infecté? On ne dit pas par quoi. Alors, infecté, les infections sexuellement transmises, il y a un certain nombre de symptômes. Et c'est des symptômes qui intéressent souvent la sphère génitale, c'est-à-dire la verge chez l'homme, l'appareil génital de la femme. Alors tout ce qui est écoulement, rougeur, érosion, des petites croûtes, des petites zones de muqueuse ou de peau qui sont abîmées, tout ça, ça doit faire penser très fort au fait qu'on a été contaminé par une de ces infections. Il faut aussi penser au problème du sexe oral. Et une chose qu'on dit peu ou qu'on ne veut pas entendre, c'est par exemple que la fellation transmet très bien toutes les maladies infectieuses dont on parle là. Et à ce moment-là, c'est des choses qui sont plus difficiles à repérer parce que ça peut toucher le fond de la gorge, ça peut être une angine, ça peut être une érosion sur une amygdale, des choses auxquelles on ne pensera pas forcément. Donc voilà, écoulement, érosion, rougeur, difficulté d'uriner. Tout l'importance de se protéger aussi pour le sexe oral. Absolument. Et sur le sexe oral, le VIH, puisque on entend plusieurs sons de cloche, le VIH se transmet-il par une fellation? Clairement, oui. Clairement, oui. Sans éjaculation. Ah, mais personne ne saura jamais vous dire ça. On entend toujours un son et l'autre sur ce plateau, en tous les cas. Le problème, je vais vous l'expliquer de façon simple. Le risque de transmission par la fellation est probablement plus faible que celui de la transmission par un rapport vaginal ou anal. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent à protéger les rapports anaux ou vaginaux et ne pensent pas à protéger les fellations. Donc ce risque faible, finalement, on ne voit plus que lui.
Et donc moi je peux vous dire que très régulièrement à la consultation, nous voyons de jeunes hommes, particulièrement des jeunes hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, qui nous disent qu'ils ont protégé tous leurs rapports sexuels. Et la deuxième question est, mais protégez-vous aussi les fellations? La réponse est non. Après, vous n'aurez jamais de statistiques parce que c'est évidemment infaisable. En quoi consistent les tests de dépistage des IST et au bout de combien de temps a-t-on les résultats? Alors, les tests de dépistage, il y a différentes infections. Alors, il y en a un certain nombre dont les symptômes sont essentiellement locaux, comme je viens de le dire. Et là, la clé du diagnostic, c'est des prélèvements locaux. Donc, chez l'homme, ou chez la femme, on fait un test sur les urines pour chercher s'il y a des microbes. On peut faire un prélèvement local s'il y a une goutte de pus, etc., pour voir le microbe qui est dedans. C'est une affaire de quelques jours pour avoir le résultat. Il y a une autre infection dont on n'a pas vraiment parlé encore, qui est la syphilis, qui est en grande recrudescence, pour laquelle on peut avoir des signes locaux, mais pas toujours. Et à ce moment-là, on s'en rend compte souvent un peu plus tardivement, c'est-à-dire quelques semaines après, sur des signes plus généraux, comme par exemple une éruption un peu diffuse, qui est la roséole syphilitique, si l'on veut, la syphilis qui est déjà appelée primo-secondaire. Et à ce moment-là, le diagnostic repose sur une prise de sang. D'accord. Comme pour le VIH. Comme pour le VIH. Combien de temps a-t-on pour se faire dépister après un rapport non protégé? Alors, je pense que là, on parle du VIH. Oui, parce que le dépistage, tous azimuts après un rapport non protégé, n'a pas tellement de sens. Si on parle des infections dont on a parlé jusqu'à présent, qui se traitent assez facilement par les antibiotiques, la démarche, c'est d'avoir des symptômes, de les explorer et de donner l'antibiotique adapté. Pour le VIH, alors, quand on parle d'une circonstance à risque bien précise, c'est-à-dire le jour 0, j'ai pris mon risque le jour 0, on a la certitude d'être passé au travers 6 semaines plus tard. Alors après, si on a vraiment un grand doute sur le risque, il vaut mieux adopter une démarche préventive. C'est-à-dire aller prendre un traitement d'urgence. Qui est d'aller prendre un traitement d'urgence sans attendre le résultat définitif d'une prise de sang qui dira « ouf, je suis encore passé au travers » ou bien « malheureusement, cette fois-ci, je l'ai attrapé ». Et donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que si on pense avoir été exposé à un risque réel, tout service d'urgence peut vous délivrer un traitement préventif qu'on appelle traitement post-exposition, et qui marche à tous les coups et empêchera la personne, effectivement, si elle a été en contact avec ce virus, de voir l'infection se développer dans son organisme. Merci beaucoup pour vos réponses. Maintenant, c'est l'heure d'In Vivo. Ils ont 12 ans, parfois moins, et sont atteints de maladies génétiques rares et incurables. Mais comme tous les enfants malades, ils sont joyeux et acceptent sans broncher les efforts que leur demandent les kinés, les médecins, même quand ils ont peur. Mais les angoisses existent, et pour les apaiser, une psychologue veille, écoute et explique. Un beau document que nous proposent Jamie Chen, Christian Gallet et Pierre-Luc Perrin. Ah, vous partez à l'école? Non, en kiné. En kiné. Bon, bah alors, après la kiné, vous avez l'école, non? Vous avez quoi? Cet après-midi à 1h30. Alors, on se voit après la kiné, peut-être? Ok. Elles ont 12 ans toutes les deux. Océane souffre de neurofibromatose et Manon de la maladie des os de verre. Des maladies génétiques rares et incurables. Hospitalisées pour plusieurs semaines, elles sont devenues copines et ont tissé des liens avec l'équipe. Surtout avec Muriel, la psychologue. Bon, bonne séance de kiné. Les os de Manon se cassent au moindre choc. Déjà 54 fractures dans sa jeune vie. L'ostéogenèse imparfaite, baptisée maladie des os de verre, entraîne aussi un tassement des vertèbres qui menace le rachis et la capacité respiratoire. Pour la préserver, Manon doit subir une intervention lourde. On va me faire une arthrodèse de la colonne. En fait, on met une tige dans la colonne pour la redresser un peu. Et après, voilà. Cette tige métallique fixée sur les vertèbres va contribuer à maintenir sa colonne le plus droit possible et à protéger ses poumons. Plutôt habile, là, hein. Oui. Tu permets que je tape tes réflexes, hein, comme on fait d'habitude? Voilà. Super relax, d'accord? Voilà. T'es prête? Voilà. Tout doucement, là, tu as une jambe toute endormie. Ça marche. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. Hop là, merci beaucoup. Et tes doigts, ça va? Le halo qui encadre la tête de Manon est une structure métallique vissée sur la boîte crânienne et reliée à des poids qui la tirent vers le haut. L'objectif, c'est d'allonger la colonne vertébrale avant l'opération. Ça semble un peu barbare, mais c'est efficace et les enfants supportent stoïquement. Ils viennent ici surtout pour une déformation de la colonne vertébrale, donc c'est pour ça qu'ils sont tractés en tension tout le temps, progressivement en augmentant les poids pour que leur colonne se détende et puis que la moelle qui est à l'intérieur ne soit pas détendue trop vite, trop fort, pour que justement le chirurgien ait le plus de confort justement à les redresser au maximum.
Derrière les sourires, les enfants cachent souvent les appréhensions et les chagrins. Difficile d'en parler aux parents, déjà inquiets. C'est pourquoi le rôle de Muriel, la psychologue du service, est si important auprès d'eux. Un siège comme ça, tu seras mieux. Hop. Le halo, tu étais bien préparée? Maman elle m'avait montré, ma maman m'avait montré, mais oui, j'en avais vu à l'hôpital quand j'étais venue. D'accord. Et tu avais quand même peur? Un peu. Ouais. Tu sais de quoi on a peur? De façon générale, de quoi on a peur? Si ça va faire mal. Ouais. En fait, de façon générale, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Tu vois? Ce qui me fait le plus peur, c'est que ça fasse mal. Bref. D'accord. C'est la douleur qui te fait mal, qui te fait peur. Et est-ce que tu as déjà eu des moments dans ta vie où tu as eu très mal? Oui. Ouais. C'était quand? Quand je me casse quelque chose. Ouais. Tu t'es cassé quoi jusqu'à présent? Les jambes, les bras, les côtes. Et après, voilà. Donc en fait, tu vois, tu arrives ici et ton corps, il a déjà le souvenir de plein de douleurs avant. Et donc ça, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas que ce qui se passe aujourd'hui. Il y a aussi tout ce qui s'est passé avant. Et quand on arrive à l'hôpital, c'est comme si le film ou le souvenir de toutes les douleurs qu'on a eues avant, il se remet en marche. Tu vois? Moi, ce que je veux, c'est te préparer le mieux possible à ton opération. Ça sera quand ton opération? Le 10 janvier. Le 10 janvier. Donc on va essayer d'en parler bien avant pour que le 10 janvier, tu sois bien au courant de tout et que tu n'aies pas trop de peur. Comment tu la sens, ta maman? Elle était un peu stressée. Elle est un peu stressée, oui. Et ça, c'est normal. C'est un peu comme une preuve d'amour aussi. Tu vois. Voilà, on va y aller? D'accord. D'avoir pu parler des peurs, des moments de doute, des moments d'angoisse que l'enfant va peut-être rencontrer, va permettre que sur le moment, quand il va être dans ce moment-là, il va savoir que c'est un passage, mais que ça ne va pas être pour toujours. Il ne va pas être pour toujours triste ou pour toujours anxieux, ou il va pas avoir... C'est un moment de peur. Et parler de ses émotions à lui et des émotions qu'il va percevoir chez ses parents. Et ça me semble aussi important, c'est comme lui donner les clés pour décoder ce qui va lui arriver. Vas-y. Le stress des parents peut être lourd à porter pour les enfants. La mère de Manon l'a compris, alors elle essaye de ne pas peser sur sa fille. Je pense qu'elle sait qu'elle peut se confier à nous, à tout le monde, et qu'elle fait son choix en fonction de ses humeurs. Mais elle a de très très bonnes amies à qui elle se confie. Et puis nous, elle nous parle quand elle en a envie. Donc on vient la voir quand elle le souhaite. Et puis elle est très occupée, donc on n'est pas du tout inquiet quand on n'est pas là. Est-ce que tu t'ennuies? Franchement, non. Franchement, non? Pas du tout. Pas du tout. Le week-end un peu. Parce qu'il n'y a pas d'animation? Mais qu'est-ce que tu préfères dans la journée? J'aime bien aller en kiné. Parce que, ils sont gentils. C'est qui ta kiné? Julie. Comment? Julie. Julie. Et les autres, elles sont avec toi en même temps pendant? Ouais. Et les copines, c'est essentiel. Partager les jeux, mais aussi les inquiétudes, ça réconforte. On s'entend toutes les trois bien. Quand on va pas bien, elle nous remonte le moral. On rigole. On peut parler. On va en kiné ensemble, on a cours ensemble. Enfin... Coucou Océane, bonjour monsieur. Est-ce que ça vous pose pas de problème qu'on prenne un temps toutes les deux? Oui, pas de souci. Pas de souci? Oui. Allez, on y va. Depuis sa naissance, Océane souffre d'une neurofibromatose, une maladie orpheline qui déforme sa colonne vertébrale, mais aussi son visage. Accompagnée par son père, Océane a quitté l'île de la Réunion pour être soignée dans ce service spécialisé dans les maladies neuromusculaires. Comme on est des pipelettes. Voilà, deux pipelettes ensemble. Il n'y a pas de souci. Hein. Oui. Bon, on va aller voir si la salle de jeu est libre. Oui. Tac. Voilà. La psychologue lui propose un entretien. Pour pouvoir l'aider,
elle a besoin de savoir comment la fillette vit sa maladie et ses transformations physiques. Par rapport à la maladie, au niveau du quotidien, il y a des choses, des questions qui viennent dans les transformations de ton corps, etc. Juste que je dis, pourquoi je suis petite? C'est toujours la question qui vient dans ma tête, pourquoi je suis petite. Mais en fait, c'est parce que j'ai ma scoliose, mais voilà. Mais toi, c'est plus ton visage qui te dérange ou le fait d'être petite? Mon visage, un peu aussi. Hein. Un peu aussi. Ouais, mais après, je prends l'habitude, donc pour moi, c'est normal, en fait. Ouais. Quand les gens te regardent, tu trouves que... Qu'est-ce que tu lis dans leur regard? Mais c'est plus les enfants qui se moquent de moi, en fait, les enfants. Qu'est-ce qu'ils disent, par exemple? Ils disent que j'ai une grosse bouche, en fait. Mais, que t'as une grosse bouche? Ouais. Bon. Voilà, mais... T'es d'accord avec ça? Oui. Oui, tu trouves que t'as une grosse bouche? Ouais. Ah bon? Mais bon, voilà, j'ai pris l'habitude, donc voilà, je suis comme ça, hein. Il y a personne qui est parfait, hein. Bon, mais toi, t'as dû beaucoup cheminer pour arriver à vivre ta vie, même si ton visage il est comme il est, ta taille elle est comme elle est, et voilà, et toi tu continues ton chemin. Oui. Ouais. Parce que moi, en fait, je suis normale, en fait, parce que j'arrive à marcher, j'arrive à parler, je vois, je vis ma vie normalement, quoi. Je remarque quand même une force de vie chez ces enfants, mais qui est tellement intense. Leur vie est tellement fragile qu'ils la savourent avec plus d'intensité. Et ces enfants ont une maturité, une capacité à assumer des choses et à vivre des situations que même adultes, on n'arriverait pas à vivre. Du haut de ses 12 ans, avec courage et philosophie, Océane affronte ses difficultés. Et il en faut pour supporter les longues séances de kiné, au moins 1 heure chaque jour. On essaye d'assouplir le rachis en tirant avec des poids des 2 côtés pour étirer au maximum et que le chirurgien puisse corriger après plus facilement pendant l'opération la position du dos. On essaye de rester le moins douloureux possible, mais ouais, c'est inévitable. Il y aura de la douleur, comme ils ont un dos très raide, donc ils n'ont pas l'habitude qu'on tire dessus. Et le fait de mettre des poids, ça tire beaucoup. Voilà, t'es libre. On tourne. À 3 Océane. 1, 2, 3, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça tire beaucoup là? Oui. C'est la peau? Non, mais c'est... C'est bon? Oui. On enchaîne? Oui. Allez, la deuxième. La colonne vertébrale d'Océane n'est pas seulement tassée, déformée, elle tourne sur elle-même. Pour y remédier, la fillette doit se soumettre à des étirements répétitifs et douloureux pendant les 6 semaines qui précèdent l'arthrodèse, l'opération qui va fixer sa colonne vertébrale. Ça va, Océane? Oui. Parfait. Fini. Océane ne peut tenir debout. Sa colonne ne supporte pas le poids de son corps, alors le kiné doit la soutenir par le halo pour l'aider à se lever. C'est bon, attention. Ça tracte. Allez, monte sur la balance. Hop, c'est bon. 1,21. T'as grandi, hein? Ouais. Tu faisais presque combien? à 3 cm là. 1,18 m. Ouais. Tous ces efforts ont porté leurs fruits. Océane a encore pris 3 cm, une belle victoire pour elle, et c'est le moral au beau fixe qu'elle va retrouver son père. Ok, ce matin, la kiné bien se passer, fini? Oui, on a fait une demi-heure de bird Ouais. et 3 cordes de table côté. C'est depuis une naissance, elle a un courage incroyable, ouais. C'est son mental, et je pense qu'il est plus costaud que beaucoup d'adultes. Ouais. Nous aussi, en tant que parents, ça nous encourage dans sa maladie. On la voit pas vraiment grâce à son sourire, sa force qu'elle a. Donc c'est vrai que je suis très fier d'elle de ce côté-là. Ça va? Le père de Yousra est aussi très fier de sa fille, qui du haut de ses 13 ans vient de subir avec courage une arthrodèse. On est un peu angoissé, c'est tout à fait normal.
On est un peu sous stress et tout ça. Et elle, vous l'avez senti comment? Avant ou après? Avant et après. Ah, elle est un peu inquiète, elle a pleuré un peu et tout ça. Ça fait du mal d'avoir là. Dans quelques jours, si elle a bien cicatrisé, Yousra pourra rentrer en Algérie. Mais auparavant, elle a rendez-vous avec la psychologue. Je mets le petit carton pour pas qu'on soit dérangé, tu sais. Muriel de Rome rencontre systématiquement les enfants avant leur sortie pour s'assurer qu'ils vont bien. Qu'est-ce qui est venu en toi? Qu'est-ce que tu as pensé ou qu'est-ce que tu as ressenti? Tout le moment de l'opération, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Quand je me suis réveillée. Ouais. Quand je me suis réveillée, quand on m'a extubée et tout. Ouais. Tes parents n'étaient pas là à ce moment-là? Ça, c'était un moment, tu dirais, de solitude, un moment de... Je sais pas. D'angoisse? Ouais. T'as envie encore un petit peu de pleurer en y repensant, hein? Ouais. C'est difficile. T'as le droit de pleurer si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Mais je sens que c'était un moment très très dur. Regarde, on va prendre une boîte de mouchoirs. Tu t'es sentie toute seule à ce moment-là? Ouais. Tu avais peur d'être extubée ou tu voulais être extubée? Je ne savais pas, je me suis réveillée puis... On t'avait prévenu que tu allais être intubée? Non. Personne t'avait dit? Non. Ouais, c'est ça qui va pas. Hein. Comment tu as vécu le moment de l'extubation? Ça faisait trop mal. Ouais. Et est-ce que tu as eu peur de ne pas réussir à respirer? Ouais. Ouais. On a d'une part des enfants qui peuvent sembler aller très bien aux yeux des équipes, aux yeux des parents, et qui, dans mon bureau, vont s'effondrer, vont pleurer, vont me dire combien ils ont peur, ou ils ont des angoisses profondes, ou qu'ils ont vécu des choses très très lourdes. Et à côté de ça, on a des parents qui disent je crois que tout s'est bien passé, qu'il oubliera vite ce qui lui est arrivé, ou que ça ne laisse pas trop de traces. Et en fait, c'est parce que j'observe souvent que c'est l'enfant qui protège ses parents. Les parents n'osent pas parler de certaines choses avec leurs enfants pour ne pas les angoisser, et inversement. La psychologue sait bien que la parole ne résout pas tout. Pour soulager le stress et l'angoisse des enfants, elle a aussi créé un atelier de relaxation avec Henriette Ray, la musicothérapeute. Ce qu'on veut vous faire expérimenter, c'est que dans les moments qui sont très très difficiles ou même très douloureux, on a tous en nous une capacité extraordinaire, c'est qu'on peut voyager par l'imaginaire. Et on va partir, grâce à Henriette qui est là, on va faire un voyage dans l'imaginaire. Pour commencer mon voyage, je vais fermer mes yeux, je vais imaginer un lieu où j'aimerais être, un lieu de mes rêves. Je vais laisser venir les images, les couleurs de ce lieu. Je vais sentir les odeurs, les saveurs de ce lieu. J'étais dans la maison de mes grands-parents en Algérie, à bord de la mer. Ça t'a fait du bien d'y aller comme ça? Tu as vu comme on peut être à l'hôpital et aller en Algérie au bord de la mer en quelques minutes? Et toi Manon? Sur la plage. Sur la plage. Et toi Océane, tu as repensé à des endroits que tu aimes, quoi? Oui. Muriel accompagne les enfants malades, mais aussi leurs frères et sœurs confrontés à la maladie ou à la mort de leurs proches. Il y a 1 an, Paul a perdu sa petite sœur, alors hospitalisée en réanimation pédiatrique. Je pense que l'enfant a besoin, comme l'adulte, de voir le corps de la personne qui est morte. On sait combien chez l'adulte ça fait des désastres quand on ne peut pas voir le corps d'un proche. Le deuil est très compliqué. Et depuis plusieurs années maintenant, on sait, la recherche en psychologie a montré qu'il est très important que l'enfant aussi puisse avoir accès à ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire être mort? Comment on est quand on est mort?
Dans le cadre de ses recherches, la psychologue a enregistré les réactions de Paul devant le corps de sa petite sœur. Elle nous a confié la bande-son de ce moment délicat. Oh, elle est mignonne comme ça. Elle est belle, hein? Tu veux t'approcher ou pas? C'est comme tu le sens. Je peux t'approcher, oh, elle est froide. Tu vois, je t'avais dit. Ah, d'accord. Elle est froide, hein? C'est parce qu'on l'a gardée dans un endroit tout frais, pour qu'elle soit bien belle. Tu la reconnais bien? Oui. Hein? Est-ce que tu trouves que on dirait qu'elle dort? Non. Ça veut dire que, tu vois, quand on est froid comme ça, c'est vraiment qu'on est mort. Alors, tu sais, après, toi, tu vas grandir, peut-être. Il y a des choses dont tu vas te souvenir très bien, puis des choses dont tu vas plus te souvenir. Tu as respiré? Ah non, c'est quand on aime quelqu'un très très fort, qu'on le regarde, même si la personne est morte, on a l'impression qu'elle respire. Mais en fait, non. Oui, mais... Il y a que les yeux me regardent. Ah non, elle ne veut pas te regarder parce qu'elle est morte. Ça me fascine à la mort. 1 an et demi plus tard, Paul revient voir Muriel pour faire un point sur le drame que ses parents et lui ont vécu. Est-ce que tu veux qu'on en reparle de tout ce qui s'est passé? Oui. C'était impressionnant de la voir morte? Oui. Ouais. Et t'aurais préféré ne pas la voir? J'aurais préféré la voir une dernière fois et après plus la voir. D'accord. Donc c'était important pour toi de la voir morte? Une dernière fois. Une dernière fois. Même si elle est morte. Et est-ce qu'il y a des questions qui reviennent le soir ou comme ça quand tu... Oui, des fois je pleure. Ouais. Et tu as le droit de pleurer? Oui, voilà. Hein, c'est pas interdit? Oui. Alors tu sais, j'ai écrit une histoire là. Oui. Pour les enfants qui ont perdu un frère ou une sœur. Maman me l'avait dit. Ah, tu sais, alors je voudrais voir un petit peu avec toi, est-ce que tu sais par toutes les étapes que tu as rencontrées? Oui. Tu dirais comment, toi? Que je me sens mal. Ouais. Que je me sens mal et je suis pas heureux. Est-ce que tu trouves que tu es un peu moins malheureux qu'au début où elle était morte ou... Quand elle était morte, j'étais vraiment malheureux. J'étais vraiment triste. C'est pas que j'étais malheureux, j'étais vraiment très triste. Très triste. Tu vois, il est là le pays de la tristesse où on est pris par... parfois on peut être pris par les pleurs. Et en même temps, on peut être aussi dans le pays de la tristesse et parfois il n'y a pas de larmes qui coulent. Ça dépend des moments. Est-ce qu'il y avait d'autres pays dont tu avais envie de parler ou pas? Le désespoir, oui. T'as connu? C'était comment le désespoir? Un désespoir. Moi, quand je suis dans le désespoir, je ferme la lumière et pendant 3 minutes ou 2, je ferme les yeux et je me concentre. Et tu te concentres sur quoi? Sur la mort de ma petite sœur. Et après, pendant 3 minutes ou 2, j'allume et je sors. Et ça me fait vraiment du bien. C'est formidable que tu aies trouvé quelque chose qui te fasse du bien. Tu vois? Et c'est vrai que parfois, on veut absolument éviter les choses qui nous font du mal. Et en fait, parfois, il faut les regarder en face, tu vois. Et un jour, j'ai fait un cauchemar et j'ai réussi à l'arrêter, le cauchemar. Et à ouvrir les yeux 2 fois. Je me suis dit, mais sinon, c'est dur. Hein. Ouais. Tout le monde vit des épreuves dans sa vie. Voilà, tout le monde voit. Mais c'est pas parce qu'on a connu une épreuve qu'on n'a plus le droit de connaître la joie. Oui. Tu vois? Et quand ma mère vient et elle dit ça fait longtemps que tu es dans ta chambre, et ben, après on va faire des choses bien, mais je suis revue dans la joie de vivre. Tu vois, c'est un petit peu comme s'il fallait passer un peu par des pays bien difficiles avant d'arriver. Moi en vrai, je sais pas si j'ai fait comme ça. Je suis passée à là, après à là, après là, après à là et après à là. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que au fur et à mesure que le temps passe, oui, eh ben, tu restes un peu plus souvent dans le pays de la joie de vivre et un peu moins dans les pays difficiles? C'est-à-dire que tu vas faire des petits sauts. Voilà, des petits sauts comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu peux rester 2 jours. Moi, c'est 2 jours maximum. Mais tu peux pas rester longtemps à la joie de vivre. Bon. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Non. Non, ça va? C'est tout. Donc tu sais que s'il y a des questions qui reviennent, oui, tu peux revenir me voir et tu dis à ta maman. Voilà. D'accord?
La force de ce petit garçon, c'est qu'il est capable de mettre en mots ses émotions de façon... parce que dès le début, parce qu'il a pu être accompagné et parce qu'on a mis des mots sur l'émotion dès le décès et tout le long, et il sait quand il me retrouve qu'on peut parler de tout et qu'on peut mettre des mots sur les émotions et qu'il n'y a pas à culpabiliser de ressentir une chose ou une autre, et donc il parle facilement de tout ce qu'il ressent. Après son entretien avec Paul, Muriel rencontre sa mère et tient à la rassurer. Son fils poursuit un processus de deuil tout à fait normal. C'est important que vous sachiez que c'est toujours bon. Meilleur signe. Ce qui m'inquiète, ce sont les enfants qui gardent tout pour eux et avec des souffrances qui restent et qui, pendant des années, qui vont sortir bien plus tard, parfois sous forme de dépression, etc. Un peu plus tard, Océane a rendez-vous avec Muriel. La date de son arthrodèse approche à grands pas. La psychologue veut s'assurer qu'elle y est bien préparée. Je vais te montrer une photo d'une poupée, tu vois, c'est cette photo-là. Et c'est toi qui vas m'expliquer pour voir si tu es bien au courant de tout ce que tu vas avoir quand tu vas te réveiller de l'opération. Ok. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Des électrodes. Qu'est-ce qu'on voit ici? Une sonde urinaire. Une sonde urinaire. Voilà, Océane a été opérée si souvent qu'elle est devenue une experte. Mais Muriel voudrait aussi savoir dans quel état d'esprit elle aborde le jour J. Installe-toi là. Est-ce que tu avais le choix de la faire, cette opération, ou pas? Ou est-ce que c'était obligé? C'était obligé. C'était obligé. Et pourquoi c'était obligé? Parce que sinon ma colonne aurait perforé mon poumon. Voilà. Donc ça c'est très important de bien l'avoir compris parce que c'est une question de santé. Parce que normalement il devait attendre au moins jusqu'à temps que j'avais 14 ans, mais ils m'ont dit que non, c'est trop grave. À 14 ans, non. Ce sera trop tard. Voilà. Comme ça, en allant à cette opération, est-ce que tu te dis, il n'y a vraiment rien qui me fait peur, ou j'ai pas trop peur, mais quand même, il y a quelque chose qui me fait peur, ou il y a quelque chose qui me terrorise? Ben, j'ai un petit peu peur que ça se passe mal, mais... Ça serait quoi que ça se passe mal? Ben, le pire. Hein. Le pire, c'est quoi? On a le droit de le dire? Oui. C'est quoi le pire? Ben, c'est que je meurs, en fait, voilà. Ouais. C'est une petite peur, et si je devais mourir, c'est pas parce que je fais mon opération. Ça se pouvait que j'avais un accident de voiture, que je fais une crise cardiaque, que n'importe quoi, en fait. Quand c'est notre heure, c'est notre heure. Pour autant, est-ce que toi, tu vas confier cette peur de mourir à tes parents ou tu vas pas en parler? Non. Non, hein. Parce que ça se dit pas quand même, c'est ça? Voilà, et en plus, ils vont stresser encore 2 fois plus. Ils vont stresser pour moi. Et une deuxième couche parce que moi, je stresse. On a fait le tour? Oui, je pense. Pas d'autres questions? Non. Bon, très bien. Si tu as besoin, on se revoit vendredi. Si tu te dis, ah mince, il y a ça que j'ai pas abordé avec Muriel. D'accord? D'accord. Océane supporte beaucoup sans se plaindre. Mais cet entretien lui aura permis de mettre un nom sur la peur qu'elle refoule, une façon de la canaliser. Depuis notre rencontre, elle a été opérée avec succès et elle est retournée sur son île. Yousra, complètement cicatrisée, a quitté l'hôpital. Quant à Manon, son opération s'est bien passée. 1 mois plus tard, elle a pu enfin rentrer chez elle. Voilà pour ces témoignages émouvants. C'est impressionnant comme les enfants arrivent à dire ce qui leur pèse. À verbaliser, et leur faire verbaliser. Et comme quoi ils peuvent tout dire. Et comme quoi ils peuvent tout dire et être face à toutes les situations. Ouais. Qu'on n'imagine pas forcément, qui nous font peur. Exactement, qui nous font peur, nous adultes. Un appel à témoins avant de se quitter, beaucoup plus léger, hein, vous allez voir. Vos enfants n'aiment pas petit déjeuner. Vous essayez de les faire manger le matin en vain. Et bien votre témoignage vous intéresse pour une prochaine émission sur le thème donc du petit déjeuner. Vous pouvez nous appeler au 01 58 88 85 21. On vous souhaite un excellent week-end. Bon week-end à vous, messieurs. Bon à la week-end semaine à vous, prochaine, de Benoît. toute façon. Priori. Et soyez prudents sur la route si vous la prenez. À lundi, on parlera notamment dans l'émission de lundi du sport pendant l'été. Bon week-end à tous.
Le magazine de la santé vous reçoit sans rendez-vous sur france5.fr.